fait, en même temps qu'on est sur la route du coup pour le sanctuaire, on va dans des villages. Là d'ailleurs c'est le dernier village pour venir chercher des denrées et donner la liste pour qu'ils préparent les denrées pour la semaine ou les jours suivants. Et ces denrées sont réservées du coup aux chimpanzés qui ont l'air de pas mal manger. La benne elle est pleine. T'arrives quand même à dormir là-dedans. On est déjà bien accueillis par les chimpanzés, hein, ils ont l'air heureux de nous voir. Alors oh oui, je suis content. Regardez ça. C'est ma petite hutte. Je vais vous faire un petit room tour en même temps que je la découvre. Et ben ça y est, la première nuit au centre de conservation des chimpanzés. Du coup, on a chacun une petite cahute. On est au luxe en fait, hein. On croyait qu'on allait dormir par terre. On a chacun notre chambre. Il y a de la connexion. Que demande le peuple? De l'eau courante. Moi j'ai très bien dormi dans ma petite case là. En fait faut pas trop regarder la nuit parce qu'il y a des insectes et des grosses araignées de partout. Donc ce matin petit café, petite omelette et ensuite il y a Stuart qui est du coup ici manager mais qui va plutôt s'occuper des animaux vraiment, des soigneurs et tout ça. Qui nous a fait du coup les petites règles de sécurité, qui nous a expliqué voilà s'il y a un chimpanzé qui s'échappe, ce qui arrive de moins en moins souvent, mais ça peut quand même arriver. Il faut absolument vite aller se mettre dans une case comme ça derrière, avec des grilles et puis une porte métallique. Et pareil, mettre un masque quand on est à moins de 5 mètres d'un chimpanzé. Ça reste quand même important de ne pas transmettre les possibles microbes que nous on a à ces animaux. On est dans un endroit très paisible où on entend les singes au loin, où on entend les insectes, où on entend les animaux, où on voit plein d'espèces de fourmis différentes. On a l'impression que le temps est ralenti, c'est très agréable. Ça c'est le chef. Il va nous envoyer un baston. Ouais, quand ils arrivent bébés, les braconniers les ont battus quoi. Ouais, nous vendons le baby, ils ont brûlé avec le briquet. Pour jouer, pour s'amuser. Ah oui, le chasseur, faire le maltraînement. Ça, Ils c'est ont cassé le bras, ils ont cassé le jambe. Ah, ils sont abîmés quoi, ils arrivent abîmés. Ouais. Donc voilà, ils sont récupérés étant bébés bien souvent, ici en Guinée. Bien souvent, ils ont été récupérés suite à des mauvais traitements de braconniers ou et ont échappé à la mort qui était imminente à cause des braconniers. Ici, ils sont sous pilule, donc ils peuvent pas se reproduire parce que en fait, ils sont déjà 60 dans cette réserve et le but c'est qu'ils soient pas spécialement plus parce que justement, les enclos doivent pouvoir laisser assez d'espace pour chaque groupe de chimpanzés. Et là, on est du coup devant les cages. Alors pareil, ça peut sembler très perturbant, mais c'est vraiment fait pour eux. C'est pour éviter qu'ils s'échappent, parce qu'ils s'échappaient beaucoup. Ces chimpanzés-là, particulièrement, s'échappaient énormément du parc. Comme on le disait, c'est vraiment pas le but qu'ils s'échappent. Donc ils sont pas malheureux. Il y a des jeux qui sont faits, qui sont appelés enrichissement. Tous les jours, ils sont visités par les soigneurs, pour faire en sorte qu'ils s'ennuient jamais. Et bien oui, ils sont enfermés, mais ça évite justement qu'ils s'échappent, qu'ils créent des accidents, qu'ils soient tués. Donc ce mâle est ici en cage en ce moment. C'est pour finalement sa protection. C'est pour éviter de le mettre dans un enclos qui est déjà malheureusement suffisamment spacieux pour un groupe par exemple de 14 chimpanzés. Si on rajoute des mâles supplémentaires, on risque de scinder le groupe et c'est pas du tout le but parce que du coup 2 groupes dans un seul enclos, ce serait de trop. Donc il faut à chaque fois mesurer, savoir si un nouveau chimpanzé, dans quel enclos on peut le mettre, s'il aura assez d'espace, s'il va pas créer un déséquilibre dans ce nouveau groupe.
très proche des nôtres, quoi. Ils ont les ongles, c'est vraiment pareil, quoi. Comment ils dorment? Est-ce qu'ils dorment par terre, dans les hamacs? La plateforme là derrière. Aussi, le soigneur cherche le feuille pour et puis faire une nid. Et il dorme avec le feuille. Mais c'est comme nous, ils s'allongent. Ouais, Ils dorment pas assis, quoi. Non, ils dorment. Ouais. Les chimpanzés sauvages, ils dorment dans l'arbre. Ils font un nid dans l'arbre et ils dorment en hutte. Oui. D'accord. Il peut prendre peut-être 30 minutes pour faire ça et casser toute la branche. Ah oui. Ah, il le fait Pour tous faire les une jours. petite plateforme. Il le fait tous les jours. Un C'est nouveau, pas le oui. même endroit tout le temps. Non, nouveau. Et ils dorment tous ensemble? La meute dort tous ensemble ou chacun a son lit? Non, chacun dans ce lit. La mère et le bébé dans le même lit, jusqu'à le bébé peut-être 4 ans, 5 ans. Ah ouais, ok. Après ça, le bébé commence à dormir à côté, dans un lit à côté. Donc ça c'est l'espace vétérinaire, il y a plein de trucs pour les chimpanzés, je sais pas si on voit très bien. Dont ici les serbacanes pour endormir un chimpanzé s'il s'échappe en fait, il les capture en les piquant. Là, on est en train de faire le tour de l'enclos. Et en fait, on remarque bien que Stuart nous fait remarquer que l'enclos il est pas fait pour ça. Genre, tu vois, ça plie hyper facilement. Là-haut, pareil, il n'y a pas de retour. Donc, c'est un problème finalement de ne pas avoir des enclos qui sont vraiment tout à fait sécurisés. Parce que les chimpanzés peuvent sortir, pourraient s'échapper. Et comme on disait tout à l'heure, du coup, il y a un problème quand ils s'échappent par rapport à l'agressivité, par rapport aux populations autour, etc. etc. Il était gardé dans une très petite cage, très petit. Et le seul fois, il était, tu sais, les touristes viennent, ils prennent et mettent dans le bras des touristes. Ah oui. Ils reviennent dans la cage. Il était déjà 4 ans quand il arrive ici, donc D'accord. C'était très difficile pour intégrer lui dans un groupe social. Là, du coup, par faute de moyens, le grillage que tu vois derrière, il n'est pas spécialement tressé. Du coup, c'est que des lignes comme ça. Et c'est leur plus grand enclos, mais malheureusement, ils ne peuvent pas mettre beaucoup de singes dedans. Étant donné que le singe, il prend un morceau de bois, il écarte les mailles, Il fait levier avec. qui sont du coup bien écartées déjà au départ. Et puis il fuit. Il s'échappe. Ouais, ils sont super intelligents. On voit qu'ils utilisent vraiment leur environnement, des outils, des bâtons pour se débrouiller, quoi. Pour essayer de te toucher, pour essayer de s'échapper, ils vont vraiment utiliser des outils. On voit l'intelligence dans leur regard, c'est impressionnant. Parce qu'en même temps ils sont mignons, mais en même temps tu sens qu'ils sont intelligents et bien plus puissants que l'humain, quoi. Alors nous, du coup, étant visiteurs et du coup n'ayant pas spécialement de lien avec eux, parce qu'ils ne nous connaissent pas, finalement c'est une bonne chose que quand ils nous voient, ils semblent un peu, agressifs comme ça. Parce que à l'état sauvage, ils sont comme ça tout simplement. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont pas facilement relâchés, pour lesquelles c'est vérifié, la zone est checkée avant qu'on les relâche. On voit quand même qu'ils ont un très grand espace derrière. Il y a à peu près 3 hectares pour cet enclos. Pour à peu près 11 individus. Rien que de se balader entre les enclos, c'est trop sympa en fait. Et on a rajouté une petite mission en plus, c'était du coup d'aller dans les réserves naturelles. La sonnette d'alarme a été tirée, ça y est, c'est l'heure du repas du midi. Donc là je pars avec un soigneur, Ismaël. On va se diriger vers un enclos pour aller leur donner à manger. Ils ont l'air de se régaler. La journée, ils ont plusieurs fruits différents. Ils ont aussi du manioc, ils ont aussi des arachides. Donc ils ont un bon petit régime alimentaire, j'ai l'impression, et ils mangent pas mal, en tout cas très régulièrement.
l'arbre qui est là, c'est le même que derrière. Et Ismaël m'explique que le tonnerre est tombé sur cet arbre et que l'enclos, il y a une partie qui s'est effondrée, mais les chimpanzés étaient restés dedans. Donc ici là on est dans la partie bouffe. Donc là il y a en fait là c'est par enclos. Donc le grand, le petit, le moyen. Il y a la quantité de nourriture en fonction des aliments. Et après en fait ils composent en fonction des saisons parce qu'ils mangent que quand c'est mûr, que en fonction de certaines saisons et en fonction de ce qu'ils ont forcément. Et avant de donner à manger, ils lavent les fruits donc dans les bacs. Donc en gros ils mettent un fond là jusqu'à à peu près le trait de ciment, ils mettent un petit bouchon de javel, ils laissent tremper 5 minutes et après ils vont donner les fruits pour qu'il n'y ait pas les maladies du village etc. qui viennent. C'est combien par chimpanzé? 2. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Là on arrive au fleuve Niger. Il y a d'avoir pas mal de courants ici, hein. Demi à 50. Ah donc c'est Ça, le période de la production et D'ailleurs, si t'as toujours pas checké la cagnotte, je te conseille d'aller dans la description ou d'aller sur notre Insta voir le lien en bio. Du coup, elle te permettra de mettre n'importe quel budget dans cette cagnotte. Tu peux mettre 1 euro, 10 euros et ce que tu veux après derrière, quoi. Et ça permet justement de pouvoir aider ces sanctuaires à se développer, parce que comme tu as pu le comprendre dans la vidéo, c'est vraiment le nerf de la guerre, l'argent. T'es bien là, t'es posé là. Bon, à travers les vidéos, tu viens de rencontrer les bébés. C'est Morgane la femelle et puis Siaka le mâle. Ils sont très très mignons, mais évidemment faut pas les humaniser, hein, ça reste des animaux. Que dire de cette rencontre? D'un côté elle est belle parce que tu vois que en fait l'être humain et puis le chimpanzé partagent quand même beaucoup de choses en commun, beaucoup de réactions d'enfants, de jeux, de provocations. D'un autre côté tu te rends compte qu'ils sont quand même bien plus forts qu'un enfant. Ça révèle quand même une triste réalité, c'est que ces bébés ils ont été récupérés quand ils avaient que quelques mois de braconniers. Donc certainement que ces braconniers avant ils ont tué du coup l'ensemble du groupe pour pouvoir récupérer ces bébés, pour pouvoir les vendre. Voilà ce que ça révèle surtout et c'est ça qui est vraiment vraiment triste. Donc c'est pour ça qu'ici au sanctuaire on voit beaucoup de chimpanzés qui ont été mutilés. Il y en a un, je pense à Marco, qui adore jeter de la terre. Il y a une balle qui a traversé au niveau de sa mâchoire. D'autres qui se sont fait couper l'oreille, enfin voilà. On entend des tronçonneuses tous les jours, l'habitat se diminue petit à petit. Et eux, ils ont besoin d'espace pour pouvoir être libérés, pour rencontrer au minimum les êtres humains. Et voilà, c'est un beau moment, mais il y a des tristes réalités qui sont mises à jour. La petite baignade dans le fleuve Niger fait trop du bien. Oh, on aura passé un très bon moment ici, on se sera vraiment bien reposé, c'est cool. C'est bien qu'on prenne la route demain matin et que on retourne à Farana et qu'ensuite on continue notre aventure dans la direction de la côte d'Ivoire ensuite. Ça calme et en même temps ça redonne un peu d'énergie dans le voyage parce qu'on se dit ah putain en fait ce qu'on kiffe c'est quand même être en mouvement quoi, donc on continue à faire ça. Allez, ce matin on reprend la route, on part retrouver Maniche. Bien fait dévorer le pauvre. T'as été sur la colline du Frac mon pote? Là on continue à traverser Farana et en fait ce qui est hyper intéressant c'est qu'il y a il y a tous les métiers d'artisanat, tu vois, donc il y a les petits marchés et tout ça, mais en même temps tu croises le forgeron, tu croises le mécanicien, celui qui va, le cordonnier, c'est vraiment sympa en fait je trouve.
C'est un petit dédale ce marché là. Heureusement qu'on suit Siddiqué parce que je serais perdu sinon. Là on part, on n'a vraiment pas fait beaucoup de route. Et d'ailleurs on a un petit voilier en batterie. Et puis on va aller se baigner à nouveau dans le fleuve Niger. Bon, sur la route en direction de Lola, on se trouve un bon petit resto. On va aller goûter ça. Comment ça s'appelle, mesdames? Ce qu'on va manger, ça s'appelle comment? Fatae. Fatae. Bon, bah, on va manger ça. C'est un petit peu généreux. Je sais pas si c'était long, mais... C'est très très bon. Du coup, c'est genre un pain frit, très moelleux, avec de la viande, du chou, des tomates et je sais pas quoi. La route entre Farana et Macenta, elle est vraiment trop belle. Franchement, c'est magnifique. Juste un petit peu embêté avec beaucoup de barrages de policiers. La plupart sont cool, hein, mais certains sont relous. 50 centimes pour tout ça. C'est moins cher que la 1,5 litre d'eau en bouteille. C'est pareil. T'es content, Tom? On a tout pété. Bon bah voilà, on est dans la vraie première galère. Par contre c'est super beau. On est à la fin de la Guinée là et on a éclaté les 2 ou 3 pneus et l'amortisseur dans un trou qui a surgi juste après une bosse. Tu veux savoir notre erreur de débutant? On a pris une roue de secours. On l'a pas vérifié, mais du coup les goujons ils passent pas dans la roue de secours. En soi c'est la même taille de roue, mais il faudrait qu'on reperce dans la roue pour pouvoir passer. Je m'attendais pas du tout à ce problème là. En casse, c'est ce qui a été trouvé. Fait chier. C'est la même housse. Donc là Alex est parti avec une roue et un scoot dans le petit patelin d'après là à 2 km. Qu'est-ce que vous vouliez en fait? Réparer 3 roues, vous avez trouvé quelqu'un. Avoir des bières, vous trouvez quelqu'un. Et j'ai passé une nuit horrible. En fait, je m'en veux de ouf d'avoir fait l'erreur de prendre une roue de secours sans même l'avoir jamais essayé. En fait, ici, quand les enfants viennent nous voir et qu'ils crient tout bas à bout, on comprend vraiment ce que ressentent les singes derrière leur enclos. Avec des gens qui les regardent, qui les épient, qui les appellent alors qu'ils en ont aucune envie, quoi, tu vois. Pas très agréable. Bon là je suis au garage qui fait en même temps forge pour du coup faire redresser les jantes. J'espère que ça ira, mais ça devrait aller. En tout cas les gars sont confiants. C'est parti pour réparer la deuxième roue cette fois-ci. Moi ça va pas nous coûter très cher, on a beaucoup de chance. Et ce qui est drôle c'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a 10 personnes qui se rassemblent autour de nous, qui nous collent, qui nous forcent à faire. C'est plein de bonne volonté mais comme on n'est pas habitué à ça, nous ça nous paraît très particulier à travailler comme ça. Du coup là ça c'est la jante pour la roue de secours, il faudra qu'on trouve un pneu dessus. Donc ça a été creusé ici pour faire en sorte qu'il y ait moins de matière, pour qu'il y ait bien de la longueur qui rentre et qui se visse, tout simplement. Et pourquoi on a dû faire ça sur la roue de secours? Là, parce qu'on a acheté la mauvaise roue de secours. La troisième roue, celle qui est normalement moins abîmée. Franchement, les gars, ils gèrent, ils sont hyper efficaces, ils vont super vite. Là, je sais pas, il doit être 10h30, 11h et c'est bientôt terminé, c'est top. Et le pneu là, ça va aller vite là. C'est bientôt fini, Guillaume. Oui, enfin presque. Il y a encore de belles épreuves qui nous attendent à Zérékoré. Du coup on a bien pris la route, on remercie encore énormément Vasco qui nous a énormément du coup aidé ces derniers jours, enfin ces derniers 24 heures quoi, c'était top de l'avoir avec nous, un vrai petit ange gardien.
Et là on arrive à Nvegoré du coup, qui est une grosse ville. Et on suppose que c'est une grosse ville qui est surtout due aux échanges avec la Côte d'Ivoire, avec le Libéria et tout ça, parce que c'est vraiment un point central. Après toutes nos petites galères, là, ça y est, on a quasiment tout ce qu'il faut, à part pour bien trouver un bon pneu safari. Là, on a trouvé un pneu qui va être très bien pour la route secours. Et qu'on a retrouvé une clé de 17 aussi, parce que quand on a démonté, la clé, elle a pété. On est bien arrivé à Lola. La voiture a tenu, mais regarde un peu la route. Ça y est, on s'est trouvé un petit coin niché. Franchement, pour un spot un peu d'urgence, c'est pas mal. Surtout que derrière, on voit un très beau mont. Du coup, on pense que c'est le mont Nimbia.